Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. À l'entame de cette édition de ce soir, le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Communication, a donné le coup d'envoi de la campagne d'information sur le passage à la télévision numérique terrestre. Plus de détails dans cette édition. Les résultats d'une étude sur les communications électroniques ont été présentés ce 29 octobre par le médiateur. Une initiative qui vise à mieux cibler les actions du médiateur de la République dans ce secteur. Et enfin, le coach Simon Ouedraogo était en conférence de presse à N'Djamena pour annoncer le lancement imminent d'une masterclass en développement personnel prévu ce week-end. Comme l'a annoncé en titre, bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, le médiateur de la République du Tchad a tenu une cérémonie pendant laquelle les résultats d'une étude sur les communications électroniques ont été présentés. Cette initiative vise à faire connaître l'engagement du médiateur et les conclusions tirées des consultations menées. Le Premier ministre, représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, à cet événement. Le récit de Ngakutu Mathurin. Cette initiative date de 2024, lorsque le médiateur a décidé d'explorer le secteur de communication de manière approfondie. Le rapport, qui s'étend de 50 pages, aborde 4 thèmes principaux: les problématiques identifiées, la collecte et l'analyse des informations, la production du rapport et sa présentation au public. Parmi les sujets cruciaux figurent la qualité des services de télécommunications, la réglementation du secteur, la protection des consommateurs, l'accès à l'Internet, la sécurité des données, la neutralité, ainsi que d'autres enjeux liés à l'infrastructure et aux services de communication. D'après les informations recueillies, les concessionnaires, opérateurs et investisseurs, y compris les services sous tutelle, soulignent que les coûts élevés sont principalement dus aux investissements nécessaires, aux conditions de transport, à l'absorption des équipements et au manque de partage d'infrastructures. De leur côté, certaines organisations de la société civile ont fait état de préoccupations concernant l'inefficacité d'application des cahiers de charges et le manque de moyens d'audit. Dans son discours d'ouverture, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a exprimé sa satisfaction face aux révélations inquiétantes que cette étude a mis en lumière. Au-delà du droit individuel, les communications électroniques jouent aussi un rôle crucial dans la prévention de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elles sont un vecteur d'alerte précoce, un instrument de veille citoyenne, un canal d'information en temps de crise, un espace de dialogue et d'apaisement. Pour réduire les coûts, Saleh Kebzabo a appelé à une action collective en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport. Puissions-nous faire de ce rapport non pas une fin, mais un point de départ vers une nouvelle ère. Parmi des priorités, il a mentionné la portabilité entre les opérateurs, l'absence de concurrence, la vérification des revenus, le sous-financement du marché, la faible capacité des réseaux d'accès, les retards dans les réalisations des projets. Ce rapport servira de base pour élaborer des politiques et des régulations adaptées aux attentes du secteur. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État, Liman Mahamat, s'est réjoui des résultats de cette consultation, affirmant qu'ils permettront aux différentes administrations de mieux s'uniformiser et de mieux répondre aux enjeux du secteur des communications. Le gouvernement intensifiera ses efforts pour renforcer les infrastructures nationales de connectivité, notamment dans les zones rurales, améliorer la qualité des services et la stabilité des réseaux, encourager une politique tarifaire plus juste et compétitive, assurer une meilleure protection des droits des consommateurs, soutenir l'écosystème numérique national et l'innovation locale et harmoniser les cadres réglementaires pour une gouvernance numérique modernisée et transparente. L'enjeu est à la fois social, économique et stratégique. Il s'agit d'assurer à chaque Tchadienne et à chaque Tchadien qu'ils vivent au cœur de N'Djamena ou dans les localités les plus éloignées le droit à la connectivité, condition indispensable de son insertion dans la nation numérique,
de son accès au savoir et de sa capacité à participer au développement collectif. Notre réussite collective dépendra de notre capacité à travailler ensemble. J'en appelle donc à la responsabilité partagée, au pouvoir public d'assurer une régulation forte, aux opérateurs d'investir dans la qualité de service, aux régulateurs de garantir l'équité et la transparence, aux consommateurs de participer activement aux mécanismes de retour d'expérience, aux partenaires d'accompagner les réformes dans un esprit de co-construction. La coordination générale pour le passage de l'audiovisuel et analogique au numérique, CGPAN, a lancé sa campagne des journées d'information et de communication sur la télévision numérique terrestre, la TNT, ce 29 octobre 2025. C'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, assurant la présidence de pilotage de la TNT qui a officié. Pafing Dioré pour le reportage. Le point précis de cette rencontre, mettre en place le réseau de la télévision numérique terrestre pour la couverture nationale au Tchad, est échu à la coordination générale pour le passage de l'audiovisuel analogique au numérique, CGPAN. Elle se chargera de suivre régulièrement et de coordonner la mise en œuvre des orientations du comité national. Son coordonnateur Mbaïdigim Elon, prenant la parole, a évoqué les motifs de la cérémonie. Pour parler d'une révolution silencieuse mais fondamentale pour notre société, le passage à la télévision numérique terrestre n'est pas une simple mise à niveau technologique. C'est bien plus que cela. C'est un impératif de souveraineté et de modernité pour notre pays. Le Tchad, à l'instar des autres nations, se doit de respecter les engagements internationaux, notamment l'accord de Genève de 2006 qui a permis de réaffecter les dividendes numériques à des services de télécommunications de nouvelle génération. En adoptant la télévision numérique terrestre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a opiné sur les valeurs de la TNT. La TNT permet de renforcer l'unité nationale en permettant à chaque citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir accès à l'actualité nationale, provinciale, locale, y compris dans les langues locales. Des informations de meilleure qualité de diffusion, une plus grande diversité de contenus et une accessibilité élargie, notamment pour les populations rurales. Par essence, la télévision numérique terrestre est une opportunité historique pour la diversité et la démocratie. Le projet de la TNT est enclenché en septembre 2024 avec la publication du décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de transition pour le passage de l'audiovisuel analogique au numérique. La 8e édition du Paris Peace Forum a ouvert ses portes ce matin, placée sous le thème « Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète » présidée par Angel Guiria, président du comité d'organisation. Cette rencontre internationale a pour objectif de constituer une plateforme de dialogue et de coopération pour les acteurs de la gouvernance mondiale. Baudouin Niobé nous en livrera les premières impressions en direct de Paris. Dans le cadre de la 8e édition de Paris sur la paix qui s'est ouverte aujourd'hui ce matin par le président du comité d'organisation, M. Angel Guerrera. Il faut dire que cette 8e édition est consacrée uniquement à l'actualité. L'actualité aujourd'hui qui fait défriser la chronique, la guerre à Gaza, la guerre du côté de la Palestine également, avec l'Irak et bien évidemment le Soudan, qui sont au cœur de cette rencontre. Nous avons suivi de bout en bout l'intervention du président ghanéen aujourd'hui, qui a essayé de placer de l'Afrique au centre de cette conférence, pour lui, l'Afrique, qui mérite aujourd'hui d'être au Conseil des Nations pour pouvoir défendre comme les autres la paix. Aujourd'hui, il regrette le fait que l'Afrique n'a pas une représentation au sein de l'Union africaine aujourd'hui, mais il est important pour l'Afrique de pouvoir être représentée dans cette grande instance internationale pour pouvoir défendre la voix de l'Afrique et participer à la paix dans le monde. Il faut dire qu'ici, le président Macron va intervenir tout à l'heure aussi. Il va, lors
d'une table ronde dont il est le principal invité. Alors, il faut rappeler également que demain, on aura l'intervention de Moussa Faki qui est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine qui va intervenir demain ici sur cette pépitre. Donc, vous voyez, demain, on a également la CBLT qui va intervenir demain. Alors, on va vous donner plus d'informations au fur et à mesure que le sommet va se tenir. En direct du Palais de Chalais pour Tchad 24. Les membres du réseau des jeunes pour la promotion de la santé, l'hygiène et de l'assainissement étaient ce mercredi aux côtés des étudiantes et étudiants de l'Institut universitaire des sciences appliquées et humaines. Objectif véhiculer le message sur les risques et la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus dans le cadre d'Octobre Rose, et mois dédié à la sensibilisation. Le compte-rendu de Emmanuel Biartibo. Ce mercredi, les membres du réseau des jeunes pour la promotion de la santé, l'hygiène et de l'assainissement ont informé ces étudiants sur les facteurs des risques attribués au cancer du sein et du col de l'utérus, l'importance du dépistage précoce et l'autopalpation comme moyen de prévention. Il s'agit pour l'équipe organisatrice de faire de ces étudiants des ambassadeurs auprès des personnes qui développeraient des signes afin de permettre des prises en charge précoces. Ce sont des jeunes qui sont motivés et ce sont également des jeunes qui sont en train d'étudier également dans le domaine de la santé et nous en sommes convaincus et rassurés que ces jeunes-là seront des relais pour nous. Ils vont également aller sensibiliser la famille, sensibiliser la communauté sur le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Nous avons eu assez des étudiants qui étaient vraiment actifs. Nous avons reçu également plusieurs questions où nous avons répondu. Cela témoigne à suffisance également l'intérêt que ces jeunes portent également sur le mois d'Octobre Rose. L'équipe d'Abdou Alinar joue la dernière carte de sensibilisation de Massavan fin octobre, le mois dédié à la campagne. Et pour ce responsable de l'Institut, cette démarche est plus que salutaire. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, vraiment c'est une maladie qui cause vraiment beaucoup de dégâts. C'est un message qui est vraiment très important. Et si on sensibilise et que l'autre sensibilise, ça peut aller vraiment très loin. La session a suscité un vif intérêt pour les étudiantes et étudiants et curieux de connaître la dangerosité de ces cancers qui font de nombreuses victimes au Tchad, le pays ne disposant pas de système médical relatif. Seulement sur la base de la population de N'Djamena, en 3 ans, les données du registre des cancers du Programme national de lutte contre le cancer chiffrent plus de 4000 cas de cancer, dont 696 cas de cancer du sein et 441 cas de cancer du col de l'utérus. En ce jour au Tchad, le coach Simon Ouedraogo a animé une conférence de presse ce mardi 29 octobre à M2E, une école polytechnique située au quartier d'Igangali, dans la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. L'objectif était d'annoncer le lancement des activités de la masterclass prévue pour le samedi 1er novembre dans un hôtel de la place. Mahamat Brahim y était pour le compte de Tchad 24. Face aux journalistes, étudiants et jeunes entrepreneurs, le coach burkinabé Simon Ouedraogo a présenté les grandes lignes de ce programme de formation conçu comme un espace d'échange, d'inspiration et de renforcement des compétences personnelles et professionnelles. Répondant aux préoccupations des participants en matière de développement personnel, le formateur a insisté sur l'importance de l'éducation non formelle qu'il considère comme un levier essentiel pour l'épanouissement individuel et collectif. On doit miser tous ces millions. Même si le premier, on se retrouve avec un seul jeune tchadien à transformer, on ne regrette pas. Parce que c'est écœurant et déplorable de critiquer des gens qui mettent des moyens pour créer des bars, de critiquer des gens qui mettent des moyens pour abrutir la jeunesse, de critiquer des gens qui décorent des soirées danseuses de 2 millions, 20 millions, pendant que nous, qui sommes pour l'aspect scientifique de l'Afrique, nous qui sommes pour tout ce qui est ingénierie, nous qui sommes pour le vrai développement d'Afrique, on n'est pas en mesure d'avoir 1 million pour la jeunesse comprenne qu'il faut quitter la médiocrité. Il faut arrêter immédiatement de se ridiculiser et rentrer dans la recherche du vrai savoir. Initié par M2E, École Polytechnique de N'Djamena, cet événement s'inscrit dans la vision de la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, a souligné le promoteur de l'établissement MP Nanger. La formation professionnelle doit être au centre, que ce soit les autorités, que ce soit les jeunes eux-mêmes. Adaptons, malgré nos diplômes, de revenir participer à des formations comme ça, pour ouvrir déjà notre mindset.
Parce que tout est dans notre cerveau, tout est mental. Et aucun gouvernement au monde ne peut résoudre le problème du chômage ou intégrer tout le monde. C'est impossible. Mais le continent est vierge. Vous prenez tout autour ici ces espaces, mais il y a des gens qui ne trouvent pas à manger dans le quartier ici. Ou qui attendent même le riz importé de la Chine, alors que tout autour de nous. Je vous dis qu'une partie de ce terrain permettra de produire ce que nous, on peut prendre en charge toute la population de ce quartier. Les participants à la conférence sont ressortis satisfaits, estimant que cette initiative répondant pleinement aux aspirations et aux besoins de la jeunesse tchadienne en matière de développement personnel et professionnel. Les acteurs de la chaîne pédagogique du Mandoul ont été primés ce 28 octobre 2025 par l'ONG Enfants du Monde. C'est à travers une cérémonie présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum. Sur place, notre correspondant Dominique Djideo y était. Organisé par l'ONG Enfants du Monde à travers le programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base, cette célébration vise à valoriser les compétences de 593 acteurs de la chaîne pédagogique de la zone d'intervention du programme, tout en renforçant la visibilité du programme et son appropriation, mais surtout remettre des kits individuels aux acteurs sélectionnés sur des critères de performance et encourager les acteurs à la poursuite de la promotion de la qualité des apprentissages. C'est le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum, qui a présidé cette cérémonie en présence de la secrétaire de séance du conseil provincial Djerema Tangar Bertine ainsi que des acteurs de l'éducation. Ouya Takene, coordinateur provincial de l'ONG Enfants du Monde du Mandoul, faisant la genèse des actions de son organisation dans l'éducation au Mandoul, qui prendra fin le 31 décembre prochain, appelle les acteurs à l'appropriation des acquis pour l'amélioration des enseignements-apprentissages. Aujourd'hui, le programme s'en va, mais le ministère de l'Éducation nationale compte sur ce que vous savez faire avec le programme pour booster l'éducation, car de l'éducation de son peuple dépend le destin de son pays. La déléguée provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mandoul, Madame Ogoy Abdelkerim Nebetour Sia, a pour sa part loué le partenariat de l'ONG Enfants du Monde dans les formations, les recyclages, la dotation en matériel didactique imprimé et non imprimé, la construction des infrastructures pour ne citer que cela. Lançant officiellement la remise des kits, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedouboum, s'est adressé en ces termes. Dans un système éducatif, l'enseignant est le facteur le plus déterminant de l'apprentissage des élèves. Bien plus que de simples transmetteurs de savoir, vous apportez aux enfants les outils nécessaires et indispensable pour analyser les problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information pour leur devenir et le développement du pays. Plusieurs acteurs de l'éducation ont été primés, notamment 330 enseignants, 170 directeurs d'école, 63 animateurs pédagogiques et 30 membres de l'équipe mixte. Le représentant des bénéficiaires n'a pas caché sa satisfaction tout en adressant ses reconnaissances au PROCEP et martèle que ces primes sont les fruits d'un travail ardent. L'association culturelle NOC en Art a animé ce mercredi 29 octobre 2025 une conférence de presse à la galerie Keikor pour annoncer le forum d'exposition des œuvres des jeunes artistes ayant bénéficié d'une formation en art plastique. L'événement se tiendra du 5 au 9 novembre à l'espace culturel Talino Manou. Odette Mekila nous donne plus de détails. Pendant 5 jours, le public aura l'occasion de découvrir le fruit du travail de jeunes artistes formés pendant 12 mois dans le cadre du projet KNOC on Art. Au programme, exposition d'art plastique et de photographie, conférences et ateliers d'éveil artistique. Le tout dans une ambiance de partage et de créativité. Selon Abaka Maina, chef du projet, cette initiative vise à encourager les jeunes à s'exprimer à travers l'art et valoriser leurs compétences acquises. Un moment fort qui marque l'aboutissement d'une année de création, de formation et d'engagement pour nos jeunes artistes. Depuis 1 an, avec l'appui financier de la coopération suisse, NOC on Art a accompagné plusieurs jeunes talents dans le cadre de la résidence artistique. Durant cette période, ces artistes ont eu l'opportunité de se former, de créer, d'expérimenter et de se construire une identité artistique forte.
Pour Yvon Ngassam, directeur artistique du projet, ces jeunes ont su mettre à profit leur apprentissage pour traduire leurs émotions et leurs messages à travers les œuvres. Nous avons aussi voulu, pendant cette résidence, donner la liberté à chacun de parler de ce qui lui tenait à cœur. Mais, pris qu'on prend un thème de manière singulière ou dans sa singularité, on aurait l'impression qu'il s'agit d'un chaos comme ça, là, qui ne veut rien dire. Mais en s'éloignant un peu de tous ces thèmes-là, en prenant du recul, on se rend compte que c'est une belle mosaïque. Toutes les thématiques qui sont abordées dans cette restitution, dans cette exposition, reflètent peut-être bien l'état actuel, l'état de la contemporanéité du Tchad. À travers Know On Art, les jeunes bénéficient non seulement d'une formation artistique, mais aussi d'une opportunité d'insertion socio-professionnelle, contribuant ainsi à l'incubation culturelle et à la cohésion sociale au Tchad. Les abeilles du Mandoul de la NAT FC remportent leur premier match d'ouverture du championnat zonal de la zone 5 au stade Omnisport de Doba face à l'UFC du Moyen-Chari sur une large victoire de 4-1. Dominique Didéo nous fait revivre les temps forts de ce choc pour la première place. Cette compétition zonale qui met aux prises 4 équipes des 4 provinces de la zone 5, notamment UDM du Logone occidental, ONAP du Logone oriental, UFC du Moyen-Chari et ANAT FC du Mandoul, vise à préparer ces équipes à travers ce championnat pour avoir 2 représentants de la zone 5 pour le championnat national. L'ouverture du match opposant l'ANAT FC du Mandoul au UFC du Moyen-Chari a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental Toké Dadi, du secrétaire de séance du conseil provincial Frédéric Béaloum, des conseillers provinciaux et communaux, ainsi que des amoureux du ballon rond. Ce match aussi serré après la victoire de UDM sur ONAP sur un score de 2-0, ANAT FC s'est fixé l'objectif de prendre la tête du groupe. Ce match a commencé avec une intensité très rare et a vu une pression dans tous les sens. À la 26e minute, Emmanuel Togyam Jasra du ANAT FC écope d'un carton rouge, laissant ses coéquipiers à 10. Malgré cette réduction, les abeilles du Mandoul poussent et finissent par piquer les filets de UFC du Moyen-Chari à la 41e minute par un coup franc de Moussa Bourman, mal négocié par le gardien. 1-0 à la pause. Les deux équipes, après avoir pris des consignes tactiques des entraîneurs, reviennent très en forme après la pause. L'intensité étant très forte, à la 58e minute, le défenseur central de UFC agissant en dernier défenseur prend à son tour un carton rouge laissant les deux équipes à égalité. À la 62e minute, Ali Magaï double la mise lors d'un contre-attaque bien organisé. 65e minute, Moussa Bourman récidive et marque le 3e but de l'ANAT FC et prend ainsi la tête des buteurs de la compétition. À la 81e minute, Armel Miana en cafouillage derrière la défense de ANAT FC réduit le score. L'ANAT a failli marquer sur une action solitaire, mais la balle passe à côté. 4 minutes après le temps réglementaire, Mbayramaj Gauthier Iman scelle définitivement la victoire de ANAT FC sur un score de 4-1. À la fin du match, l'entraîneur des abeilles du Mandoul se dit très satisfait de ses poulains. Le président de la Ligue provinciale du Mandoul, Nagermaj Mounro Dout, rappelle aux joueurs que ce n'est qu'un premier pas et qu'ils doivent continuer sur ce talent. Frédéric Raikna Bialoum, secrétaire de séance du conseil provincial du Mandoul, présent à cette victoire des abeilles, a galvanisé la troupe et leur met en défi de gagner tous les matchs avec un score d'au moins 3 buts. Au Soudan, les forces armées accusent les paramilitaires des FSR d'avoir massacré plus de 2000 civils à El Fasher, relançant la crainte d'un nouveau drame ethnique au Darfour. En Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan clôture sa campagne à la veille des élections générales où elle apparaît comme la grande favorite malgré les critiques sur la répression politique. Retrouvons Josiane Sikal. Les forces alliées de l'armée soudanaise accusent les forces de soutien rapide d'avoir exécuté plus de 200 civils à El Fasher dans l'ouest du Soudan. Plusieurs rapports font état d'exactions à caractère ethnique depuis dimanche après la prise de la ville par les paramilitaires. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a alerté lundi sur le risque croissant d'atrocités motivées par des considérations ethniques, rappelant le passé sanglant du Darfour au
début des années 2000, marquée par le massacre des milices arabes janjaouites dont sont issus des FRS. Dans un communiqué, le ministère soudanais des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude et sa ferme condamnation face aux graves violations des droits humains commises lors des récentes attaques des FSR contre la ville d'El Fasher. Alors que le Darfour demeure au cœur d'une guerre opposante, l'armée soudanaise au FSR, depuis plus de 2 ans, des milliers de civils continuent de fuir les combats. Ils trouvent refuge dans des camps surpeuplés où les conditions de vie précaires favorisent la propagation d'épidémies. Pour la première fois, certains journalistes étrangers ont pu accéder à cette région habituellement fermée à la presse. Ils témoignent des traumatismes vécus par les réfugiés ayant échappé aux violences des 2 camps. L'aide humanitaire, rare et insuffisante, peine à atteindre les populations. Les convois mettent plusieurs jours à rejoindre la ville de Tawila, où l'eau reste rationnée selon l'ONG médicale Aliments. Plus de 1700 patients ont été pris en charge dans une unité de traitement du choléra. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a tenu son premier meeting ce mardi à Mwazi, la 2e ville du pays, à la veille des élections générales devant une foule de partisans vêtus de vert couleur du Chamasha Masimwi. La chef de l'État a défendu son bilan, notamment dans la lutte contre la corruption. Nous nous sommes éloignés des problèmes de corruption et notre réputation s'améliore progressivement, a-t-elle déclaré, tout en soulignant l'importance de la bonne gouvernance, de la réconciliation nationale, de la réforme constitutionnelle et de la préservation des traditions tanzaniennes. Les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 29 octobre pour élire le président, les députés et les conseillers municipaux. Première femme à diriger la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan est arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, dont elle était la vice-présidente. Elle brigue aujourd'hui un premier mandat électif face à 16 autres candidats issus pour la plupart des petits partis. En l'absence d'une opposition structurée, les 2 principaux partis, Chadema et ACT Wazalendo, ayant été exclus du scrutin, la présidente sortant fait figure de grande favorite. Toutefois, un rapport publié le 20 octobre par Amnesty International dénonce une répression accrue à l'encontre des opposants, des journalistes et des défenseurs des droits humains à l'approche du vote. C'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes digitales. Tchad 24 en continu. Bonsoir.